je vous remercie, Mac, je vous remercie de m'avoir invité et aussi merci de m'avoir présenté. Oui, donc malgré que vous m'avez donné une tâche assez lourde à propos de toutes les ressources pour les nettoyer, c'est un énorme montant d'informations. Je vais essayer d'utiliser une approche méthodique, mais donc je vais essayer de partager avec vous tout ce que je peux et puis vous n'hésitez pas à me poser des questions et à vérifier certaines choses. Donc voilà, je vais partager mon écran et ma présentation. C'est ceci que j'ai préparé. Donc, les ressources pour plaider pour les migrants et les réfugiés. J'ai essayé de visualiser toutes ces informations que nous pouvons collecter sur les plaidoyers et de les regrouper dans trois groupes différents. Donc, je pensais que il y a plusieurs années, quand j'étais professeur à l'école secondaire en Italie, je n'étais pas un très bon prof pour être honnête avec vous, mais une de mes tâches principales était d'aider les étudiants à organiser les ressources parce qu'il y avait tellement d'essais, et ils avaient tellement de tâches à accomplir et ils avaient toujours l'air un petit peu perdus. Et, et donc, donc quand j'étais petit, et en fait, oui, je suppose que beaucoup d'entre nous avons grandi dans cette période où les ressources en ligne n'étaient pas là. Et donc, j'ai eu heureusement la chance de pouvoir chercher mon propre matériel. Et donc, ce que je peux visualiser, la première grande ressource d'information, c'est les personnes et les organisations. Donc, les gens, les experts, les étudiants, les chercheurs, les avocats. Ce que j'appelle les agents de migration, ce sont toutes les personnes qui sont impliquées dans le secteur. Donc, dans les ONG, les institutions, le gouvernement, le HCR, l'Institut pour la migration et l'Église catholique. Et de l'autre côté, nous avons un autre, le deuxième groupe, et donc il y a les publications et les formations. Et dans ceci, c'est tout ce qui est livres, rapports, les papiers qui ont été produits, matériel de formation, les webinaires. Et il faut donc apprendre aussi à gérer tout ce qui est des webinaires et des ressources en ligne pour les conférences. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a l'impression qu'on a toujours travaillé comme ça. Et dans tout le travail qui est fait sur le terrain aussi, ces activités-là. Donc, le troisième groupe, ce sont les ressources en ligne. Et dans ce groupe-là, en fait, là, j'ai utilisé une petite définition des ressources sur Internet. J'ai pris d'un site web. Donc, ça veut dire que c'est tous les noms de domaines, les adresses électroniques, les liens, donc les URL. Là, donc, c'est ces liens URL qu'on peut trouver, cette adresse que nous retrouvons dans notre boîte Google. Donc, les sites web, les applications pour téléphone, les carnets d'adresses, les blogs, tout ce qui est à voir avec les réseaux sociaux, avec Facebook, YouTube et Twitter. Donc, les plateformes à texte. Et puis, il y a d'autres programmes
qui s'appelle DSP. En fait, c'est un langage informatique spécifique. Mais pour vous donner un exemple, si vous savez que si vous recherchez par exemple, quelque chose dans votre ordinateur et, euh, et, euh, et par exemple, vous avez vu un, un site web, vous, vous êtes par exemple en train de chercher quelque chose d'autre sur l'Internet, mais vous verrez que dans quelques jours plus tard, il y aura beaucoup de publicité en rapport avec ce que vous étiez en train de chercher. Donc, vous êtes identifié et cette information s'appelle DSP et SSP parce que les recherches que vous faites sont publiques, en fait. Donc, il y a un effet négatif et c'est le fait qu'en à côté, nous sommes surveillés, mais il y a un côté positif là-dedans parce que ceci affecte les recherches que nous faisons. Ça les affecte de manière positive parce que lorsque beaucoup de personnes utilisent une, recherche, par exemple sur Google, alors Google sera ce qui vous intéresse et vous donnera exactement les informations en rapport à votre travail, à ce que vous cherchez d'habitude. Alors, j'ai essayé de visualiser ceci, donc de, dans des groupes différents, mais en même temps, ils partagent des informations. Il y a des informations qui sont cumulées. Et il faudrait donc un cercle, un plus grand cercle. Alors, j'ai trois conseils, donc trois trucs à partager avec vous. Lorsque vous recherchez des ressources, vous pouvez commencer peut-être. Donc, par exemple, si vous travaillez pour une association qui travaille avec un thème particulier, vous allez trouver des ressources en ligne donc qui viennent de sites web et vous pouvez participer à une formation et les personnes les personnes qui forment les autres sont celles qui partageront des informations avec vous. Et la prochaine fois que j'aimerais partager avec vous, c'est d'inclure tout ceci. Donc, comment est-ce que j'ai retrouvé ces ressources? Donc, par exemple, de dire, voilà, là où j'ai reçu telle information, et donc j'ai assez d'informations. Donc, je sais qu'il y a donc parler des informations que nous connaissons, des associations que nous connaissons, et aussi toujours inclure toutes les informations qui sont disponibles. Donc, lorsque vous travaillez et que vous avez accès à des ressources, s'il vous plaît, ne laissez jamais le premier. Donc dans ma vision personnelle, les personnes et les associations, les organisations qui sont la ressource la plus importante. Tout ce que vous pouvez recevoir après, donc par exemple les ressources en ligne, les publications, vous amènent toujours à travailler avec des personnes et des organisations. Donc, je pense que le plus important, c'est d'écouter les personnes parce que ce sont celles qui ont les informations les plus tangibles. Et aussi, donc, les personnes et les organisations ont un horizon assez large. À propos de bonnes ressources, donc pour chacune des ressources, une bonne stratégie, c'est donc une bonne stratégie, c'est
de retrouver le site web de l'Université de Berkeley. Et ils ont ce critère, ils ont suggéré d'abord qui est l'autorité, qui est l'auteur de la source, quel est le point de vue de la personne. Il faut bien sûr que l'auteur ait une forme de crédibilité. Donc, nous pouvons aussi demander nous pouvons aussi se demander ce que l'auteur a écrit avant, quel est son lien, quelle est son expertise, et surtout dans le contexte des plaidoyers sur la migration. Parce que vous savez que la migration, c'est un sujet interdisciplinaire et que toutes les personnes qui parlent de la migration, qui travaillent sur la migration, il y a aussi mais il y a aussi des personnes qui travaillent dans ce secteur et qui ont des ressources très particulières. Et ceci est différent des personnes qui travaillent dans un autre secteur et qui viennent, qui rejoignent, qui viennent qui se rejoignent et dont les opinions différentes. Et donc, le second critère à avoir, c'est la publication et le type de format. Et vous devez le choisir selon l'audience qui est appelée. Donc, selon l'audience que vous recherchez. Donc, par exemple, lorsqu'il s'agit des réfugiés, des demandeurs d'asile, ce sont des thèmes très topicaux, mais vous verrez que pour certaines, pour certaines audiences, donc pour un certain public, comme le public général, pour les personnes il peut y avoir des personnes qui regardent des journaux, d'autres personnes qui lisent des informations sur Facebook. Donc, vous n'utilisez pas les mêmes publications pour tout le monde. J'aimerais qu'on continue assez vite. Le prochain critère, c'est l'actualité et l'importance du document. Donc, lorsque nous parlons de la migration, vous pouvez trouver beaucoup d'informations et de ressources accessibles, mais il y en a qui ne seront pas utiles. Donc, c'est à propos de l'utilité. Euh, et c'est une information qui a son rapport avec notre tâche et notre action à nous en particulier. Donc, ici, on regarde à la date de la publication, qui est un critère aussi important, parce que lorsqu'on parle d'une dissertation et aussi des principes fondamentaux de la migration, il y aura certains documents qui auront une importance pour une plus longue durée que d'autres. Donc, si par exemple vous êtes intéressé sur les règlements en rapport avec la migration, le cheminement des personnes à route adaptées, par exemple en Afrique australe, alors là, vous allez parler de cas très spécifiques. Et les publications il y a 5 ans ne vont plus vous être aussi utiles que les publications de l'année dernière parce que ces choses-là changent assez souvent. Donc, par exemple, un autre exemple dans le même genre, c'est que nous sommes intéressés par les plaidoyers pour les migrants et les réfugiés qui veulent aller en Europe par la Méditerranée. Et là, vous trouverez que la route qui est utilisée est très différente. Donc, maintenant, ça passe par le Niger.
Le chemin qui est utilisé pour les personnes n'est plus le même. Donc, c'est très différent aussi il faut toujours se remettre à jour et, euh, et donc de la même de- mais donc voilà, si vous voulez une info sur les principes fondamentaux, alors là, c'est aussi pratique de regarder, de lire ce qui a été publié il y a plusieurs années et vous pouvez toujours l'utiliser maintenant. En fait des publications du passé seront peut-être plus utiles que des plus récentes. Et aussi, la documentation, que les références sont bien indiquées, est-ce que les sources ont été citées. Et le plus, le plus les ressources sont bien indiquées, le plus vous pourrez faire confiance au type de publication que c'est. On- Ce qui, donc, il y a aussi une distinction entre les ressources populaires et les ressources académiques. Donc, si nous parlons des plaidoyers pour les si nous parlons de plaidoyer pour la migration, donc vous verrez que nous allons sûrement utiliser vous verrez que il y aura des ressources, non, mais les ressources académiques seront plus appropriées, mais il y a aussi une différence. Donc, d'un côté, ce sera pour des experts, euh, des, des personnes qui viennent de facultés, euh, et tandis que pour les ressources populaires, ce sont des gens qui ont des blogs. Donc, par exemple, si vous lisez un article par exemple, sur le journal New England, donc de médecine, vous trouverez des informations qui vous intéresseront peut-être plus que sur Wikipédia. Oui, en fait, nous nous retrouvons tous dans une situation à devoir choisir. Donc, il y a certaines ressources qui sont beaucoup plus en profondeur, tandis que les populaires font juste une petite vue d'ensemble. Il y a un jargon académique et une structure assez claire, euh, une méthodologie, des résultats, des conclusions. Et, euh, et les références aussi seront très claires, bien indiquées. Donc, aussi du point de vue juridique. Donc, aussi ce dont vous avez besoin pour travail académique viendra de là. Et puis, il y a aussi un processus. L'audience aussi sera importante. Will be more focus on photo illustration and Donc, dans le contexte populaire, il y aura donc des publicités, ce sera plus attractif à lire. Et ne vont pas dire que les publications populaires ne sont pas utiles, parce que dans les plaidoyers,
parce que vous verrez qu'il y a aussi des tendances, et c'est un aspect important dans les plaidoyers. Donc, quand nous essayons nous faisons une étude ou une enquête, nous verrons aussi que l'article des journalistes nous montreront ce sur quoi nous devons faire une enquête. Donc, il y a aussi l'opinion publique qui compte. Et donc, voilà, les idées du public sur la migration. Et aussi, donc, les sources populaires, les ressources populaires. Donc, au-delà des ressources populaires, il y a aussi ce qu'on appelle les documents gris, l'écriture grise. Donc, aussi donc, les dissertations, les thèses sont. Ces documents peuvent être aussi très, très utiles. C'est une section très, très pratique et importante pour notre travail de plaidoirie. Aussi les sessions officielles des autorités du gouvernement, leurs perspectives. Donc, les ressources du secteur tertiaire peuvent être moins importantes, mais sont aussi importantes en fait, dans le sens que les encyclopédies, les dictionnaires et tout, tous ces documents peuvent nous donner la terminologie correcte. Et donc, avoir un dictionnaire ou un petit livret qui note le vocabulaire est aussi utile. J'ai essayé de faire une liste de types de documents, les livres, les journaux, les documents qui ont été produits par les associations, les discours, les lettres, les entretiens. C'est une longue liste. Je vous donnerai cette présentation parce que vous pourrez donc vérifier aussi. Donc, vous savez que ça, ce sont les sources primaires. Non, pardon. Les ressources primaires sont liées aux événements dont on parle. Et les ressources secondaires sont celles qui interprètent un événement, un phénomène aussi, ou un événement historique. Et pour nous, il est important de travailler avec les ressources primaires. Donc, lorsque nous plaidons, nous n'avons pas toujours le temps de faire cette action secondaire. Donc, nous avons souvent travaillé sur les ressources primaires et je vais aussi vous demander que si vous trouvez une liste de ressources qui sont bonnes pour vous, partagez-les, ciblez-les et c'est très utile d'avoir les mots principaux aussi, de relever les mots-clés. C'est ça le tag, vous relevez les mots-clés. Here we are. So okay, you can see my screen, right? Because I don't see. Alors, est-ce que vous pouvez voir mon écran? Yes, we can see the screen. Okay, that's good. Oui, nous pouvons le voir.
So I move to the following slide. That Je is vais one of my favorites. vous montrer la deuxième diapositive. En fait, c'est une de mes préférées. There was kind of joke. Il y avait une sorte de plaisanterie que je disais à mes Sorry, I have some. Okay, now it's fine. I was seeing a kind of joke. I used to say. Je disais cette blague. Je disais, s'il vous plaît, Don't blame your parents. ne blâmez pas vos parents. Et soyez respectueux parce que ils ont terminé leurs études, leur curriculum sans utiliser autant de ressources que ce que nous faisons nous. Donc voici un résumé. Il y a un résumé l'article de Jeremy Connors. Filippo est en train de remettre son écran, de le partager. That's it. Yeah, it's good. Yeah, so he's talking about the cut and paste age on Wikipedia. Alors, donc Jeremy Connors parlait de cette culture de coller et de copier-coller. Et donc, comme on fait dans le Wikipédia, et donc sur un site web, il faut toujours donner des critères, des indices afin de pouvoir reconnaître un bon site web. Donc, la première chose, c'est que les premiers résultats que nous retrouvons sur Google à propos de ressources, ce sont souvent des sites commerciaux. Donc, il y a des personnes qui commencent un site web et qui veulent se retrouver en haut des recherches. Et donc, payent pour pouvoir le faire. C'est facile. Et donc, elles doivent juste chercher l'info pour comment créer ce site web. Mais en fait, nous avons remarqué que pour les ressources en ligne, il y a 8 indices. Enfin, j'en ai ajouté un 9e. Le premier indice que je voudrais vous donner, c'est que vous devriez vous devez surtout regarder les sites que vous connaissez déjà, dans le sens que ce sont ceux qui sont à recommander, les sites web qui ne sont pas juste à propos de librairie, mais donc, si vous recherchez quelque chose à propos des plaidoyers sur un site web qui est un site par exemple de la Relation internationale sur la migration. Alors là, vous commencez par là, parce que vous savez que ce sont de bons sites web, bonnes informations. C'est un deuxième indice, vous vérifiez la date. Quand est-ce que la source, de quand provient la source, mais aussi est-ce qu'elle a été mise à jour, parce que il y a aussi certains éléments. Donc, comment dire, il y a des questions techniques.
à propos de sites web qui sont donc mis à jour automatiquement. Donc, si par exemple vous cherchez une information aujourd'hui et la date, et, mais la date sera indiquée pour aujourd'hui, mais dans plusieurs semaines, vous recherchez encore cette même information et elle indiquera la date de ce jour-là. Et donc, ça, ce n'est pas une, une chose très, très bonne, mais alors, vous pouvez chercher aussi si l'article mentionne des liens. Donc, si l'article mentionne un autre lien, alors vous cliquez sur le lien euh, et, vous verrez si, si vous envoie vers d'autres sites web. Voilà, et vous envoie dans d'autres sites web. Et si lorsque vous cliquez sur le lien et que les sites ne s'ouvrent pas, alors vous savez que l'article vous savez que l'article que vous avez vu au départ était n'était pas un article mis à jour. Alors, vous recherchez aussi les références de l'auteur, quelle est sa profession, est-ce que c'est juste un blogueur ou c'est une personne qui a déjà du vécu, de l'expérience. Vérifiez cela. Et quatrièmement, il y a quelque chose qui est un petit peu controversé. Il y a des personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord. Donc, vous voyez, c'est ce qui s'appelle le TLD, donc le domaine. Donc, le domaine a 3 lettres. Des suffixes que vous trouverez à la fin de l'adresse sur Internet. Donc, par exemple, si vous vérifiez un article sur notre site web www.cimois.org.za, donc ZA, ce sera pour l'Afrique du Sud, mais ce sera ORG qui va vous montrer que nous sommes une association, une organisation. Et d'habitude, ce sera une organisation à but non lucratif. Mais si notre site web disait .com, ce serait donc commercial. Donc, vous savez que l'objectif de ce site web qui termine avec .com, l'objectif sera de vendre quelque chose. Et donc, lorsque vous cherchez des ressources pour les plaidoyers et que c'est un site web .com, ne sera pas le meilleur. Mais si vous recherchez des ressources pour les plaidoyers et vous retrouvez un site web où il est indiqué .gov, donc ce sera un site web qui est lié au gouvernement, aux institutions publiques. Et là, ce sera peut-être le premier que vous voulez vérifier. Un autre domaine, c'est aussi .du. Qui sera lié au IDU, sera lié aux institutions universitaires ou de l'éducation. Ce sera donc en principe de bonnes ressources. Donc, j'aimerais vous dire donc, les sites .gov, nous ne sommes pas tout à fait sûrs que le matériel, que le data sera bon, parce qu'il peut aussi il peut y avoir quelques erreurs. Parce que
parce que tous les sites du gouvernement ne sont pas toujours mis en ne sont pas toujours mis à jour. Et une relation à, à but non lucratif et une autre ONG sera aussi différente. Donc là, quand on parle des domaines de haut niveau, parce que si nous regardons les sites web tels que les sites de UCT, par exemple, une chose que vous verrez, et, là, ça dépendra de l'université, mais aussi des professeurs et des étudiants. Donc, vous verrez qu'il y a alors dans l'adresse, il y aura aussi un tiret. Donc, vous devrez vérifier quel est le plus haut niveau du domaine. Donc, à UCT, il y aura de bonnes informations, mais ça ne veut pas dire que toutes les pages qui sont publiées, peut-être certaines qui sont par les étudiants, ne sont pas toutes contrôlées ou vérifiées de la même façon. Et donc, alors, un autre indice, alors, allez toujours plus loin. Donc, cherchez des informations de plus, regardez les médias, les réseaux sociaux, Twitter aussi, faites une vraie liste de, parce il y a aussi certains comptes que vous verrez ne sont pas nécessairement à recommander parce que les informations ne sont pas correctes, mais ils sont célèbres aussi. Donc, allez au-delà de ce que vous verrez en premier. Parfois, vous verrez aussi qu'il y a des erreurs, des fautes de grammaire quand il y a des sites web si vous voyez des fautes d'orthographe, alors vous savez que c'est peut-être pas un bon site web parce que normalement, ils prendraient le temps de vérifier. Aussi, donc encore un autre indice pour les personnes qui sont donc anglophones et francophones. Donc parfois, vous trouvez des articles qui sont traduits et lorsque vous voyez la traduction, la traduction ne provient pas d'une institution officielle. Et, et alors, c'est important de voir qui a fait la traduction. Parce que donc, vous ne pouvez pas utiliser cela pour les plaidoyer si ce n'est pas précis. Et vérifier trouver donc des ressources physiques. S'il y a une bonne bibliothèque à côté de vous, cherchez les livres, comparez les ressources en ligne aux ressources matérielles parce que souvent les ressources physiques sont plus correctes. Et puis, ne mettez pas votre confiance dans la première ressource, donc des sites web, d'institutions. Il y a des sites aussi qui vous permettent de vérifier les informations qui sont là justement pour les corrections. Donc vous pouvez toujours tout vérifier. Mais une autre raison de pas faire confiance à la première source, hein, parce que s'il s'agit de discerner si c'est une bonne source ou si ce n'est pas une bonne source, mais il faut aussi savoir qu'une bonne source peut vous donner de mauvaises informations. Donc parfois, vous pouvez trouver des personnes qui, qui, ont, qui sont
qui sont dans des institutions qu'on peut faire confiance. Mais dans ces institutions, une fois de temps en temps, il y a des académiciens, par exemple, qui sont connus, mais qui n'ont pas des millions d'attention. Donc, leur, euh, leurs ressources peuvent donc être teintées et donc vous devez être toujours au courant, savoir si ce sont les bonnes ressources ou pas. Donc, il y a aussi encore un conseil de Connors qui dit donc prenez votre temps et, et prenez le temps de faire de faire ok, prenez le temps avant de faire votre propre évaluation, avant de choisir la source, de savoir qu'elle est bonne. Et aussi, profiter des bibliothèques. Prenez le temps d'aller aussi euh, vers les bibliothèques physiques, qui sont dans votre quartier, mais aussi les, donc créer aussi votre bibliothèque en ligne, donc que vous utilisez Google ou Safari. Vous savez que vous pouvez organiser vos, oui, vous pouvez organiser vos favoris en fait. Donc, vous pouvez indiquer euh, quels sont vos sites préférés. Vous pouvez les subdiviser en catégories, en institutions, en ressources comme vous préférez. Et comme ça, vous retournerez toujours vers votre propre bibliothèque en ligne. Donc, quand j'étais plus jeune, on m'avait montré comment préparer ma bibliothèque sur mes étagères. Et il y avait des choses que je n'aimais pas trop. Je n'aimais pas trop le classement, mais maintenant, je me rends compte à quel point c'est important. Et maintenant, j'aimerais vous donner donc une liste de ressources. Donc, j'ai peut-être oublié quelques-unes ou des personnes et de livrer sur la formation, de ressources de formation. J'espère que ce n'est pas trop. Donc, pour les personnes et les associations. Donc, si vous travaillez dans les plaidoyers, vous devriez créer votre réseau. Donc, un réseau, ça veut dire que si je passe plus de temps, si je garde les coordonnées d'une personne, c'est avoir un vrai réseau. C'est la chose la plus importante, c'est fondamental. Hein. Il faut donc créer un cercle et participer dans le cercle parce que vous devez aussi donner. C'est un défi, mais c'est le premier pas. Donc il faut avoir des interactions avec les autres personnes. Et là, votre travail est sûr que votre travail sera plus efficace. Donc, ces personnes et ces applications avec qui nous pouvons travailler sont les académiciens, les experts, les institutions qui travaillent sur la mobilité humaine. Donc, il y a des universités et des centres qui travaillent sur l'immigration.
Donc, en Afrique du Sud, par exemple, il y a l'Université du Cap, l'Université du Cap oriental, qui publie aussi un journal de l'Université de Johannesburg. Il y a un centre d'études qui s'appelle CIMA. Donc, il y a plusieurs institutions aussi qui sont reconnues en Afrique. Au Ghana, par exemple, à Accra, il y a le Centre pour l'étude sur la migration. Vous avez aussi en Éthiopie, à l'université de Addis. Donc, cette université, il y a beaucoup de travail sur la migration, surtout sur les sciences sociales, mais la migration aussi au Kenya. Il y a le centre Advoc, le centre sur la migration, la politique et le développement. Donc, il y a plusieurs institutions qui travaillent sur la thématique de la migration, les réfugiés, la politique. Et lorsque vous travaillez avec des personnes, si vous êtes éloigné avec des migrants ou des réfugiés, le travail sur le trafic humain, il y a aussi, il faut aussi se concentrer sur les plaidoyers dans des contextes basés sur la foi. Donc, c'est là où je pense que vous devrez vous concentrer. Donc, la société civile, mais aussi les relations basées sur la foi. Parce qu'il y a aussi donc des membres des institutions, gouvernements, les administrations publiques, la police, les juges, les syndicats, les assistants sociaux, les entrepreneurs. Ici, en Afrique du Sud, nous avons spécialement nous n'avons pas nécessairement l'image entière qui représente le continent, mais vous devriez vérifier donc dans votre propre pays, essayer d'être en contact avec les membres du gouvernement, des relations internationales, de celles qui travaillent avec les migrants et surtout dans les quartiers différents parce qu'ils ont de grands répertoires qui incluent tout. J'ai aussi inclus l'Union africaine, le HCR, la Région des Nations Unies sur le travail, sur la migration. Et nous devons aussi penser à nos plaidoyers dans un contexte régional, parce qu'il y a des institutions régionales qui, certaines font du très bon travail de plaidoirie, et aussi une liste d'organisations, d'associations à but non lucratif qui travaillent sur les droits humains, les institutions catholiques et aussi les personnes, les organisations, mais actuellement, on parlait avec les migrants, les réfugiés, les personnes qui sont déplacées, la communauté des réfugiés, les leaders de cette communauté, les organisations, c'est important parce que les réfugiés, les migrants sont en fait partout et ils sont souvent en rapport avec des associations, ils ont des leaders, ce n'est pas toujours facile parce que de temps en temps, il y a la question de qui représente qui. Nous avons fait une recherche pour le HCR Estima il y a quelques années, et c'était à propos de comment est-ce qu'une communauté sélectionne son leader, parce qu'on voulait essayer de comprendre la méthodologie derrière la sélection pour les communautés de réfugiés.
Et les résultats étaient assez intéressants. Et donc, voilà, donc nous devons pour pouvoir défendre et plaider pour les migrants et les réfugiés, nous devons comprendre. J'ai été dans un autre pays, africain l'année dernière et je parlais avec la personne qui était chargée des migrants et des réfugiés et il m'a donné des informations sur le travail qui était fait dans les camps de réfugiés. Et quand je lui ai demandé combien de fois il va à ce camp de réfugiés, il m'a dit, mais moi, je n'ai jamais été dans un camp de réfugiés. Alors là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette organisation parce qu'en fait, c'est une forme de mensonge. Donc, ce n'était pas un vrai travail mais même si c'est de la charité, si vous ne savez pas à qui vous devez, si vous ne connaissez pas les personnes que vous devez aider, ce n'est pas là pour le travail. Donc, deuxièmement, c'est sur l'éducation, la formation. Il y a des livrets et des articles qui proviennent de journaux reconnus, de journaux officiels. Donc, des documents officiels du gouvernement, il faut toujours vérifier. Aussi, faites attention au copyright et des papiers donc, officiaux des gouvernements, ça compte comme les gazettes et documents des affaires étrangères, les organisations qui font du monitoring, voilà, ces organisations donc, font des rapports sur les actions du gouvernement. Et là, vous pouvez questionner donc, les politiques. Alors, les cours sur la migration qui sont organisés par les universités et les centres d'études. Donc, il y a des cours très spécifiques dans certaines universités. Donc, je sais que, par exemple, à CIMA, à UWC, l'année prochaine, il y aura un master sur la migration à l'UWC. Mais je pense que partout sur le continent, il y a dans certaines universités, j'aimerais aussi vous encourager en fait à profiter de vous inscrire aussi à des cours en ligne. Donc, il y a un diplôme similaire de Calabrini. Il y a un cours en ligne sur le travail pastoral sur la migration. Je pense que c'est très intéressant. C'est un très bon cours. Il y a aussi des bourses et cela se fait en ligne. Donc, ce serait une bonne préparation pour des personnes qui travaillent avec des réfugiés. Et je pourrais partager les ressources avec vous. Et je sais que un abonnement, les abonnements commenceront à la fin du octobre. Il y a aussi plusieurs types de formations, d'ateliers sur la mobilité humaine qui sont organisés autour des droits humains, avec des associations, la conférence des évêques catholiques. Avec Sima, nous venons de faire une proposition sur une formation en Ouganda et au Kenya avec la conférence locale des évêques catholiques. Nous avons aussi organisé un webinaire.
Alors, we have the reports with accurate data from selected organizations. donc, nous avons des rapports avec des informations correctes. Ça doit être de bonnes statistiques, ça doit être du data doit être correct. Ce n'est pas toujours facile parce que vous savez que chaque année, il y a un rapport du HCR et des Nations Unies. Aux Nations Unies, et cette année, c'est justement surtout sur la population. Il y a aussi IOM qui a un bon rapport sur la migration. Et bien sûr, UNICEF aussi, et l'Organisation des Nations Unies sur le travail. Donc, vous devez aussi vérifier dans vos pays s'il y a un bon site web du gouvernement avec statistiques, aussi de bons rapports d'associations comme ISS, donc Institut pour les études sur la sécurité. Alors, nous avons aussi parlé des traités. Il y a eu une session sur les traités et les conventions internationales sur la migration. Donc, voici une liste de ces traités, ces conventions. Donc, les documents aussi épiscopal, écuménique et papaux. Vous trouverez aussi les lignes directrices sur le travail avec les migrants et la section des réfugiés au secrétaire du Vatican. Et puis maintenant, la dernière section, voici une liste des ressources que vous pouvez trouver en ligne. Et si vous recherchez des informations spécifiquement en rapport à votre pays, vous allez sur le site, vous allez sur le site web, donc IOM, donc le portail. Cherchez donc le data sur votre pays, ce sera assez facile à naviguer. Et puis, vous verrez si votre pays a été mis à jour aussi. Il y a bien sûr pour le HCR, l'Institut pour les études sur la sécurité, l'association ACMS. Sur la migration, bien sûr aussi notre site web à nous, cima.org.za, là où vous trouverez sur notre site web, vous trouverez des articles, des ressources. Bientôt, nous aurons, enfin dans quelques semaines, nous aurons des ressources en ligne sur la migration avec les rapports de tous les pays en Afrique. Donc, vous trouverez des textes, des ressources, des sites web où vous pourrez approfondir vos connaissances sur la migration. Et CIMA a aussi a aussi publié un journal. Et il y a aussi donc celui donc la revue sur la mobilité et la migration qui englobe tous les pays africains parce qu'il y a énormément d'articles sur la situation en Afrique australe, les pays d'Afrique australe. Donc, encore pour vous donner un autre conseil à propos donc de la crédibilité, c'est que les journaux doivent aussi être accrédités. Donc là, vous verrez, voilà, notre journal a été accrédité et cela prouve la qualité de notre travail. Donc, pour le CAP, Sally, vous avez fait une présentation
Et elle fait partie elle a une très bonne équipe sur le plaidoyer. Sur le site web de CIMA, vous trouverez aussi vous trouverez aussi des articles, mais excusez-moi, parce que normalement, nous devons mentionner et citer les autres personnes, mais pas soi-même, mais il y a cet article sur l'implémentation sur le cadre des pays africains sur le développement des réfugiés. Si vous regardez sur si vous cherchez sur le site de CIMA, vous trouverez un papier que j'ai préparé sur l'Église catholique et le développement. Il y a aussi le site de l'Université de Michigan, leur école de droit. Il y a aussi World qui fait partie de HCR. Donc, le lecteur sur les droits des réfugiés, la crise internationale, le conseil américain sur les réfugiés, le site All Africa, les centres pour les droits humains. Donc, voilà. Donc, il continue. Filippo est en train de continuer la liste qui est indiquée sur donc sur le site web et vous pourrez y avoir accès plus tard. Donc, ceci se concentre sur les pays d'Afrique australe, mais il y a aussi le département des États-Unis. Relief Web, Amnesty International, Human Rights Watch, Talita Kum, if you work on advocacy and si vous travaillez sur les plaidoyers et les trafics humains, le réseau Talita Kum est très important. Et l'association A21, mais aussi vérifier le site web de votre conférence d'évêques. Et vous pouvez aussi contacter CPLO. Et bien sûr, donc les Françaisiens. Alors, j'aimerais vous remercier et je pense que ceci est plus ou moins tout que ce que j'avais prévu. Please sign up for our newsletter at cplo.org.za.